Sunday Night Production. Dans la lettre aux Galates, Paul met en garde les croyants contre une mauvaise conduite qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. On récolte ce que l'on sème. Cette expression spirituelle est employée pour illustrer un principe simple de ce monde. Nos conditions actuelles sont le résultat de nos choix et actions passées. Pourtant, sûrement par déni, cette idée ne prend pas en compte une autre réalité de notre monde, l'injustice. Autant qu'il s'en souvienne, Alexandre a toujours su qu'il était malade. Tout petit, il a dû apprendre à se battre pour respirer. Un goût du combat qui a développé chez lui un mental de fer et qu'il utilise aujourd'hui au profit de la prévention. Son arme de sensibilisation, réaliser ce que les autres pensent impossible. En 1997, donc 2 ans après ma naissance, on m'a diagnostiqué la mucoviscidose. Mais pour moi, en fait, j'ai aucun souvenir dans ma vie où je suis pas atteint de cette maladie. Et de toute façon, c'est une maladie génétique, donc je l'ai depuis que je suis né. Mais c'est en 1997, à ce moment-là, on m'a fait un test parce que j'avais des épisodes de bronchite, pneumonie, etc. à répétition. Et donc là, c'est posé la question de qu'est-ce que j'avais. Donc on m'a diagnostiqué le mot mucoviscidose, mais en fait, je l'avais dès que je suis né. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Et aujourd'hui, encore en 2023, il n'y a pas de traitement pour guérir de la mucoviscidose, mais les avancées sont assez phénoménales grâce à la médecine et à la recherche. Parce que moi, en 1997, on avait dit à mes parents, si déjà votre enfant il voit l'adolescence, ça sera déjà beau. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et le taux de mortalité ne fait que diminuer et l'espérance de vie, au contraire, ne fait que grandir pour quelqu'un qui est atteint de la mucoviscidose. Et le seul échappatoire, à un moment donné, quand la maladie prend de plus en plus de place, c'est une greffe des poumons. La greffe des poumons, c'est pas un médicament, c'est pas un remède. On a toujours la mucoviscidose après cette greffe, parce qu'en fait, la mucoviscidose, ça touche quasiment tous les organes de notre corps. Donc en fait, c'est pas un médicament qui guérit de la mucoviscidose, mais lorsque tout se passe bien, c'est un réel bol d'air et maintenant, on peut voir l'avenir plus sereinement. Enfant, j'ai toujours eu un rapport assez ambivalent parce qu'en fait je savais que j'avais une différence vis-à-vis des autres enfants, mais pour autant quand je pose des questions à mes amis d'enfance à l'école, eux ils voyaient rien de différent en moi parce que grâce à l'éducation de mes parents, j'avais le droit d'aller au foot, j'allais à l'école, j'avais des amis. Donc en fait, j'avais une vie relativement normale et encore plus pour les enfants qui me côtoyaient. Après, bien sûr, moi je savais que j'avais une petite différence parce que tous les jours, je devais aller chez le kiné, je devais aller régulièrement à l'hôpital. Mais pour autant, jusqu'à l'âge de 10 ans, même physiquement, ça se voyait pas forcément que j'étais atteint de la mucoviscidose. Et c'est à la suite, dans l'adolescence, où là, la maladie a pris de plus en plus de place et où les traitements étaient de plus en plus lourds, où là, même physiquement, ça se voyait que j'avais une petite particularité, on va dire. Depuis l'adolescence, j'ai réellement conscience que la mucoviscidose, c'est une maladie mortelle. Avant cette période, je savais que j'avais une maladie, mais pour moi, c'est pas ça qui allait m'emporter. J'allais décéder d'autre chose. Grâce à Grégory Lemarchal, en pleine adolescence, au tout début du collège, j'ai pris conscience que oui, je pouvais très vite être emporté par cette maladie, que lui, il a été emporté à peine à l'âge de 20 ans. Et donc moi, quand on avait déjà 12-13 ans, je me suis dit, si ça lui arrive à lui, et puis dans l'inconscient collectif, en plus c'est une star, tout le monde le connaît, donc si ça lui arrive à lui, moi ça va pouvoir m'arriver. Et en fait, cette relation à la mort, dès l'adolescence, moi je l'ai pris un peu en pleine tête parce qu'en plus ma mère est décédée d'un cancer du sein en 2009. Donc en fait, en l'espace de 2 ans, 2 personnes qui étaient pour moi des piliers dans ma construction d'adolescent, parce que ma mère, elle s'est combattue contre la maladie. Donc moi, ça m'a donné de la force pour combattre la mienne. Mais en même temps, elle a perdu son combat face à la maladie. Grégory Lemarchal, il a perdu aussi son combat. Et donc là, je me suis posé la question de savoir, est-ce que moi aussi je vais être emporté assez vite? Et pour autant, j'ai réussi à retrouver, on va dire, déjà un second souffle vis-à-vis de ma famille, mes amis et les projets qui allaient venir devant moi. Et donc, oui, bien sûr, je savais que je pouvais mourir de cette maladie, mais pour autant, j'ai jamais senti une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Parce que je savais quand même que dans la vie, il y a un échappatoire et que ça allait être une greffe des poumons. Je savais pas quand elle allait arriver. Et dans ma tête, déjà, j'en parlais pas forcément parce que, bien sûr, j'allais parfois à l'hôpital pour des encombrements, des crises où fallait mettre en place des antibiotiques. Mais j'étais pas alité. Je pouvais être malade. Je continuais d'aller à l'école, je continuais d'aller au foot. Et donc pour moi, cette épée de Damoclès, je la ressentais vraiment pas à ce moment de l'adolescence.
Heureusement, avec le poids de la maladie que j'avais au quotidien, le sport c'était vraiment un exutoire pour moi parce que le foot, depuis mon plus jeune âge, c'est vraiment une passion. Et en fait, lors de l'adolescence, quand les gens ont pris conscience aussi, mes entraîneurs et mes camarades autour de moi, que la maladie, en fait, c'était vraiment une maladie qui pouvait être mortelle, et bien, quand on était 11 sur le terrain, 11 dans l'équipe, et j'étais un peu protégé par, on va dire, les plus grands, les plus colosses que moi. Donc en fait, s'il y avait un joueur de l'équipe adverse qui commençait à me titiller ou à chamailler avec moi, tout de suite, il y avait cette forme de cohésion. Et en fait, cette forme de partage vis-à-vis de moi et de protection, j'ai tout de suite ressenti dès le plus jeune âge. Et donc le sport, moi, c'était même un moyen d'échapper aux séances de kinésithérapie qui était pour moi la seule chose qui était vraiment contraignante quand j'étais gamin, parce qu'en fait, le sport, c'est vraiment une thérapie à part entière. Et donc, en fait, les médecins m'ont dit, on est d'accord que tu ailles au foot. Et au contraire, plus tu vas faire de sport, moins tu auras de séances de kinésithérapie, parce que cet encombrement, ces séances de respiration, en fait, tu vas les faire naturellement en allant en sport. Et donc, malgré le fait que j'avais un gabarit qui était plus petit, je prenais toujours autant de plaisir à aller au foot, à aller au sport au collège, au lycée. En plus, ça me transporte, rien que le regarder à la télévision sur des compétitions. Et c'est les valeurs de dépassement de soi, de cohésion, et pour moi, ça m'a mené même dans ma vie de tous les jours et dans ma vie dans le combat contre la mucoviscidose. En 2016, mon état de santé s'est fortement dégradé. Mes capacités respiratoires se sont limitées aux alentours de 20%. Les crises, les cures antibiotiques par voie intraveineuse à l'hôpital sont devenues de plus en plus récurrentes. J'arrivais plus forcément à marcher tout seul, donc j'ai dû être en fauteuil roulant. Respirer devenait pour moi très compliqué, donc l'oxygène était devenu aussi primordial. Et c'est là qu'on se dit que là, la vie, elle ne tient peut-être qu'à un fil, mais pour autant, je me suis jamais vu mourir, ou en tout cas laisser mes proches, parce que je savais qu'il y avait encore une possibilité, que c'était une greffe des 2 poumons pour me permettre de me relancer dans la vie. Donc bien sûr que ça a été, je pense, la période la plus difficile de ma vie, plus difficile que la convalescence après la greffe, parce que rien que de faire un pas, on a l'impression d'étouffer, et en fait, on n'arrive pas à trouver d'échappatoire, à trouver des solutions. Mais j'ai jamais perdu espoir, grâce à mes amis, grâce à ma famille, grâce aux différents projets que je voulais encore mener. Et donc pour moi, la mort, c'était même pas inscrit dans mon esprit. Et donc j'ai jeté mes dernières forces que j'avais à ce moment-là pour me préparer physiquement à une greffe. Le 16 juillet 2017, je suis au téléphone avec mon meilleur ami, vers 20h. Et il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Et pour la première fois, je dis, si c'est important, ils rappelleront. Et là, en fait, je dis, attends, j'écoute quand même le message. Et là, dès les premiers mots, un dimanche soir, 20h, bonjour, c'est l'hôpital de Nantes. Et en fait, dès que j'ai entendu ces mots-là, j'ai réellement pris conscience qu'en fait, c'était le jour de ma greffe, et que là, fallait appeler mes proches et qu'on se dirige vers l'hôpital de Nantes. Et en fait, on se dit, est-ce que je dois prendre ça? Et en fait, on se laisse porter. Et en fait, après, on n'est plus réellement maître de ce qu'on fait. Et c'est juste à l'instinct, et on se dit que tout va bien se passer. Il faut savoir que après une greffe des 2 poumons, sur 1 an, il y a un taux de mortalité qui est quand même assez conséquent. Il y a 40% de personnes qui décèdent à la suite d'une greffe la première année, dû notamment à des épisodes de rejet où notre corps n'accepte pas ce greffon. Il considère que c'est un corps étranger, donc il va le combattre. Quand j'ai dit au revoir une dernière fois, par exemple, à mon père, quand j'ai fermé les yeux, je me suis pas dit que j'allais pas me réveiller, en fait. Je savais que j'allais me réveiller, mais après, je savais que ça allait être l'épreuve sportive la plus dure de ma vie. Mais je m'étais préparé pour, en fait. 6 semaines avant ma greffe, j'étais en centre de rééducation à Roscoff en Bretagne, où en fait, tous les jours, je faisais du sport pour préparer mon corps au maximum de ce qu'il pouvait être pour cette échéance. Parce que mon opération, elle a duré 9 heures. C'est une chirurgie qui est lourde, qui, je sais, je vais avoir mal à mon réveil, très mal. Mais pour autant, fallait que j'y aille dans les meilleures dispositions possibles. Dans ma tête, c'était vraiment un défi sportif à part entière, où mentalement, j'allais être mis à contribution, et physiquement. Et moi, j'ai besoin dans les projets de visualiser. Donc en fait, j'avais posé les questions à une jeune fille qui avait à peu près mon âge, qui avait été greffée. Comment ça s'était passé pour elle? Malheureusement, elle avait eu toutes les complications possibles et inimaginables. Donc en fait, je m'étais préparé au pire, mentalement et visuellement. Et sauf qu'en fait, quand je me suis réveillé, il y avait plein de choses que moi, j'avais eu la chance de pas avoir.
Et donc déjà, en fait, c'était un motif d'espoir qui était énorme. Mais je suis de nature tellement impatient qu'au bout de 3 jours, les médecins, je leur ai dit, ça va pas assez vite. Et ils m'ont dit, mais en fait, Alexandre, mais t'es fou, t'as vu comment tu t'en remets super bien. Un message qui est important pour moi à transmettre, c'est que notre corps est capable d'encaisser tellement de choses qu'en fait, c'est notre mental qui nous guide et qui nous dit, en fait, je suis capable de faire que 20% de ce que notre corps peut réellement être en capacité de faire. Et donc, parfois, moi aussi, je prends pas forcément soin de mon corps et de ma santé, mais en fait, on le ressent très vite. Et quand on en prend réellement soin, on peut voir qu'on peut faire des choses formidables et que l'évolution va tellement vite quand on le voit dans une préparation physique. Quand on fait une rétrospective d'où on était 1 an avant, on se dit mais jamais j'aurais pensé être en capacité de faire ces choses-là. Et en fait, notre corps, quand il est confronté quasiment au pire avec ce que j'ai vécu avec une greffe des poumons, en fait, il nous montre qu'il faut toujours garder espoir et que chaque petit pas est une réelle victoire vers notre but. À la suite de l'opération, j'enchaîne une longue période de convalescence. On sait que notre vie, pendant 1 an, on peut la mettre un peu entre parenthèses parce que du coup, on baisse nos défenses immunitaires au plus bas pour que notre corps accepte cet organe, ce greffon qu'on a eu la chance de recevoir. Et donc, physiquement, honnêtement, ça va plutôt bien, ça avance plutôt vite. Et après, de moi-même, je décide d'aller chez le kiné 3 fois par semaine pour vraiment reprendre une capacité physique normale parce qu'on sait qu'on a énormément perdu. Notre corps, il a brûlé tous les muscles et toute l'énergie qu'il avait pendant les 9 heures d'opération. Donc, il faut retrouver ce goût de l'effort et petit à petit franchir des étapes. Mais malheureusement, la première année, moi, ça va être très compliqué et ça va être plus mentalement à me relever de ces échecs pour moi qui ont été des périodes de rejet. Ça a toujours été bien traité dans les temps par les médecins. Mais on se dit que la première fois, premier rejet, les médecins ils disent c'est normal, c'est ton corps, faut qu'il s'y habitue, etc. Sauf que quand c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, et moi j'en ai connu en 1 an et demi environ 7 épisodes de rejet. Et donc là mentalement on se dit mais c'est quand que je vais être tranquille. Ce greffon je l'accepte, en plus tout se passe bien d'un point de vue physique, mais c'est ma capacité respiratoire qui diminue et qui n'arrive pas à suivre. Et donc là, moi l'échappatoire qu'en tout cas j'ai trouvé, c'était de continuer à vivre normalement, reprendre une scolarité. Bien sûr, j'avais des traitements qui étaient lourds, les gens n'en avaient pas forcément conscience autour de moi, mais j'arrivais à mener un peu de tout de front. Et des amis me proposent de me relancer dans un nouveau projet, parce que j'avais eu la chance en 2014 de faire un tour d'Europe de 11 000 km à travers 19 pays avec 2 amis pour sensibiliser à la mucoviscidose. Et là, ils me recontactent et disent Alex, on savait que tu étais repartant pour faire un nouveau projet, et là on va pouvoir parler de la mucoviscidose, mais aussi sensibiliser sur le don d'organes. Est-ce que ça te tente de partir avec nous sur un tour de l'Atlantique à la voile ? Et moi, il me dit je dis ok, mais par contre, la première fois que je me parle au médecin, là, je me prends une sacrée claque. Et en fait, c'est malheureusement, alors que j'ai toujours défendu le corps médical, là, c'est une personne, un médecin qui m'a mis une réelle épée de Damoclès au-dessus de la tête et qui m'a dit si tu fais ce projet-là, tu reviendras pas du tour de l'Atlantique. Et sauf que je lui ai prouvé que tout projet est adaptable. Pendant ce tour de l'Atlantique d'1 an qu'on a construit avec des amis, avec des partenaires, j'ai pu rentrer en France faire des check-ups médicaux. Et sauf qu'on a vu qu'au départ du tour de l'Atlantique en septembre, j'étais à 80% de capacité respiratoire. Je suis revenu de ce tour de l'Atlantique, j'étais à 100%. Donc pour moi, ça leur a montré que l'épanouissement personnel, les projets et aussi la pratique sportive, parce que sur un voilier, on n'est pas sur Terre à être tout le temps stable, ça pouvait être une thérapie à part entière. Et donc là, je pense que j'ai réussi à faire mentir un peu les pronostics et à faire mentir ce médecin. Ce tour de l'Atlantique, ça a été une réelle consécration pour moi parce que l'engouement était tel que je savais qu'on avait réussi à sensibiliser des personnes sur le don d'organes. Et donc forcément, je dois remercier tous les jours cette personne qui m'a fait don de ses poumons. Je pense que c'est le plus bel acte de générosité au monde qu'on peut faire parce que c'est un don anonyme. Cette personne, malheureusement, elle est décédée. Et en accord avec la famille, il a fait don de ses organes. Et il faut savoir qu'une personne qui fait don de ses organes lors de son décès, ça peut en sauver quasiment 10 vies. Donc, faut pas croire que si on prend l'organe sur une personne, on va retrouver le corps disséqué ou... En fait, on le retrouve tel. Les médecins maintenant font un travail qui est extraordinaire. Et donc, en fait, on peut même pas s'en apercevoir qu'on a pris les organes de quelqu'un. Et donc, moi,
Je me dis pas tous les jours quand je me regarde dans le miroir en me brossant les dents, tiens, je te dis merci. Mais par contre, je sais que ces projets-là, je les fais aussi pour cette personne parce qu'en fait, cette personne, elle n'a pas eu la chance d'avoir la vie qu'elle souhaitait. En tout cas, elle s'est arrêtée brutalement. Et moi, comme je dis souvent, des projets, j'en ai à revendre pour deux. Et donc forcément, je prends un peu l'image où moi, je suis un peu la voiture et on m'a changé le moteur. Et ce moteur-là, il fonctionne super bien. Et donc maintenant, on fait une très belle colocation et on est réellement en symbiose sur toutes nos préparations, sur tous nos défis. Et forcément, à chaque fois que je franchis une ligne d'arrivée, la première personne à laquelle je pense, c'est cette personne qui m'a fait don de ses poumons. Et forcément, je lève les yeux au ciel et je lui dis forcément merci. Merci à ta famille parce que grâce à toi, je suis en capacité de vivre ça et en capacité de faire des projets avec toi. Au retour du Tour de l'Atlantique, je me pose la question de me relancer dans un défi mais où la dimension sportive a une réelle valeur. Et donc, quoi de mieux que de m'élancer sur de la course à pied, mais sur la distance reine, donc le marathon. Et totalement par hasard, je regarde la date du marathon de Paris, et là, dû au Covid, ça tombe en octobre. Et là, je me dis, mais le 17 octobre, c'est aussi la journée mondiale du don d'organes, c'est le marathon de Paris. Quoi de mieux pour sensibiliser les personnes que de courir le marathon de Paris lors de la journée mondiale du don d'organes et de montrer qu'une greffe sauve réellement des vies. Bien sûr, pour préparer cette épreuve et ce marathon, j'ai été encadré, j'avais 2 coachs, j'avais un kiné, j'ai fait de la préparation mentale. Faut savoir que la première fois que j'ai été courir avec mon coach, j'ai couru 13 minutes. Donc 13 minutes, c'était l'équivalent de 2 km. Et je savais que j'avais encore 40 à faire pour atteindre la barre mythique des 42 km. Donc petit à petit, on s'est fixé des échéances, courir 10 bornes, courir un semi. Et petit à petit, j'ai pris du plaisir sur des longues distances. Et en plus, moi, je sais que je suis un diesel. Les 5 premiers kilomètres, je prends aucun plaisir à courir. Et c'est qu'à partir de ce stade-là où je suis dans ma zone de confort et où là, je prends un réel plaisir. Mais bien sûr, j'aime aussi me faire du mal. J'aime aller à l'entraînement. J'aime faire des séances qui vont être difficiles. Mais comme j'aime bien dire, une préparation difficile, la course, elle sera d'autant plus belle et on pourra d'autant plus en profiter. Et donc, les coachs que j'avais autour de moi ont pris conscience que... En fait, là, eux, leur rôle, c'était de me freiner parce que je peux aller très loin dans la douleur et me porter assez haut. Je sais que mon point fort, c'est le mental, mais il fallait que le physique y suive, il fallait pas se blesser. Cette préparation, je l'ai vécue plutôt bien. J'ai appris beaucoup plus sur moi-même pendant la préparation marathon que lors du Tour d'Europe et Tour de l'Atlantique parce qu'on se découvre aussi soi. On voit que lorsqu'on prend goût à ça, dès qu'on fait pas un entraînement ou qu'on va pas courir quelques fois par semaine, ça devient un manque, mais un manque qui est réellement bien parce que moi ça m'a permis aussi de m'apaiser, de parfois me déconnecter un peu de la vie professionnelle, la vie sociale où c'est son moment à soi, où là quand on est en train de courir, on est seul face à soi-même et où un peu on fait de l'introspection. Lorsqu'on fait des longues distances, on part pour plusieurs heures parfois et donc là c'est un réel moment où on se retrouve avec soi-même et ça fait réellement du bien et j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Pour moi cette préparation elle est tout aussi importante si ce n'est plus que juste la compétition en tant que telle. Je pense que j'ai appris beaucoup plus pendant la préparation que courir on va dire le simple marathon de Paris. Bien sûr l'image qui était belle c'était de franchir cette ligne d'arrivée aux côtés de mon chirurgien pour sensibiliser mais c'est toute cette préparation où fallait pas lâcher, où j'ai été accompagné, où je voyais l'évolution petit à petit. Et en fait, on s'élance pas sur un marathon d'un seul coup. Cette préparation, elle a été longue, elle a été intense, mais elle est tellement belle quand on voit tout le chemin qu'on a parcouru les mois en amont. 6 semaines avant le marathon, j'ai ma dernière grosse échéance. Avec différents amis, on a envie de courir entre 30 et 35 km pour pouvoir faire cette distance-là, mais largement avant le marathon, le temps que le corps y récupère. Et malheureusement, au bout du 20e, je sens une douleur au genou. Et tout bêtement, je force quand même un peu dessus. Sauf qu'au 25e, je lâche et je me dis qu'il faut mieux que je me préserve plutôt que d'aggraver encore plus la blessure. Et sauf que dès le lendemain, je vais chez mon kiné et là, le diagnostic, il fait un peu peur. J'ai une tendinite au niveau du genou qui est assez conséquente. Et là, je lui dis, est-ce que tout est remis en cause ? Et il me dit, je te cache pas qu'Alex, ça va être quand même compliqué parce qu'à 6 semaines de l'échéance, là, je te demande de plus t'entraîner quasiment du tout. Et donc, en fait, pendant 6 semaines, je vais pas courir jusqu'au dimanche avant de me lever pour courir les 42 km du marathon.
Pour moi, ne pas m'aligner sur le marathon de Paris, c'était pas une option. Et dans le cadre de ma préparation, j'avais pris contact avec Alice Modolo, donc une apnéiste française qui détient un record du monde à moins 100 mètres. La plupart des gens pensent que l'apnée, c'est juste en fonction de nos capacités respiratoires. Mais bien sûr, ça rentre en ligne de compte. Mais faut savoir que, par exemple, Alice Modolo, principalement, ce qu'elle a travaillé ces premières années, c'était que son mental, que sa préparation. Elle se préparait pas physiquement. Ça, c'était venu dans un second temps. Et en fait, c'est vraiment des déblocages au niveau de notre cerveau et de lui dire, ne t'inquiète pas, si, entre guillemets, je t'inflige cette douleur-là de ne pas respirer, c'est moi qui le veux. En fait, je te mets pas en danger, ne t'inquiète pas. Donc en fait, c'est apprendre à apprivoiser ça au niveau de son mental et de se dire que en fait, toutes les clés, elles sont en nous et dans notre mental, et c'est lui en fait qui nous protège, alors qu'on peut faire sauter plein de barrières grâce, par exemple, juste en s'initiant à l'apnée. Et j'ai beaucoup échangé avec elle, on est même devenus amis depuis, et j'avais eu la chance de faire une initiation à l'apnée pendant une semaine à ses côtés. Et donc grâce à elle, grâce à ses précieux conseils, et bien pendant ces 6 semaines-là où je pouvais pas me préparer physiquement, je me suis préparé mentalement. Et donc notamment cet aspect de visualisation de la performance, de visualiser un peu notre corps qui court à côté de nous et de le voir et de se dire, je sais qu'il va y avoir des moments difficiles, mais si je les visualise en amont, je vais pouvoir y être préparé au mieux. Et donc pendant 6 semaines, j'ai visualisé ces 42 km. J'ai visualisé que forcément à un moment donné que ça allait être compliqué, forcément à cause de cette blessure au niveau musculaire, au niveau cardio, j'allais en pâtir. Aussi, il fallait que je prenne du plaisir, qu'il ne fallait pas que je me dise oui, bien sûr, ne pas s'aligner n'est pas une option, mais il fallait que je prenne aussi du plaisir. J'ai pas fait tous ces mois de préparation pour juste souffrir, et donc je m'étais dit réellement, prends du plaisir aussi sur cette course, pour toi. Le samedi 16 octobre, c'est la veille de la course, donc là, je vais retirer mon dossard, donc on prend réellement conscience que demain, on va s'aligner sur un marathon, et après, je suis pas stressé, je suis relativement confiant. J'essaie de prendre un maximum d'énergie qu'il y a autour de moi, toutes les bandes ondes qu'on m'envoie, tous les messages. Et donc, j'arrive même à m'endormir correctement, à faire une bonne nuit. J'en suis le premier surpris. Et donc voilà, je suis confiant. Je sais qu'une épreuve m'attend, mais il faut prendre du plaisir et que ça va bien se passer. Le dimanche matin, on est sur l'avenue des Champs-Élysées, donc dans notre sas avec mon chirurgien et des amis qui vont faire ce marathon avec nous. Et donc, on va dire que la première partie de course, en tout cas moi je prends réellement beaucoup de plaisir parce qu'il y a une foule qui est inchiffrable en fait, et ça nous pousse tellement. Et en fait, les 21 premiers kilomètres passent vite, en tout cas je suis sûr de bonnes bases, et je me dis que pour l'instant les 6 semaines de non-préparation physique que j'ai eues, elles sont un peu de côté, et sauf que malheureusement le corps me rappelle vite à la réalité entre guillemets, et donc on va dire qu'à partir du 23e kilomètre, ma douleur au genou elle revient très rapidement, et à partir de ce moment-là ça devient beaucoup plus compliqué. Et en plus sur le marathon de Paris, on sait que la deuxième phase de course est même la plus compliquée aussi en termes de dénivelé, les quais, etc. Et donc, je prends une réelle grosse gifle, c'est au 30e kilomètre où là, je me dis, il m'en reste encore 12. Mais par contre, à aucun moment, je me dis que je vais abandonner. Et donc là, l'alternative que je prends, c'est de marcher, courir. Mais garder un rythme et ne surtout pas s'arrêter. Donc là, par contre, à partir de ce moment-là, je parle plus, je me mets dans ma bulle. Et je suis seul avec moi-même. Donc en fait, les gens qui sont autour de moi essaient de m'envoyer des encouragements, etc. Mais je les entends pas, je fais ma performance à moi. Et je me dis, Alex, on y va tranquillement, on y va petit à petit. Et surtout, je regarde pas le nombre de kilomètres qui me reste à faire, je regarde pas le nombre de durées qui me reste à faire. Et quand j'arrive vers le 35e, 36e, je me dis que le plus gros est passé. Et en fait, même si j'y vais à mon rythme et lentement, je vais forcément y arriver. Et en fait, du coup, ça donne d'un seul coup un peu un shoot d'énergie et d'adrénaline, et où là la douleur, on va dire qu'elle disparaît en tout cas un peu plus. Et là je commence à pouvoir reparler avec les gens autour de moi, je m'enlève un peu de ma bulle, et moi la performance elle est pas là pour être sur le chrono, c'est de terminer ce marathon aux côtés de ma famille, mon chirurgien qui m'a sauvé la vie. Et on était 6 à courir ce marathon, et j'ai l'impression qu'en 5 heures qu'on a fait ce marathon là, on est devenu 6 personnes, où ça on pourra jamais l'enlever de notre vie.
Et on a partagé ça ensemble et ça noue des liens qui sont... Enfin, c'est indescriptible en fait. On peut s'être peut-être perdu de vue, mais on a couru ce marathon-là tous les 6 et on a franchi cette ligne-là d'arrivée tous les 6. Et là, quand il y a le dernier virage qui mène vers la ligne d'arrivée et où là, on se dit « Waouh, je l'ai fait ». J'ai passé plus de 5 heures à courir. J'arrive pas à prendre conscience de ce qu'on a fait, de ce qu'on a parcouru ensemble. Et c'est seulement moi, quelques jours après, où je prends conscience de ce que j'ai fait, de ce que j'ai véhiculé. Et en fait, c'est vraiment en voyant le regard des autres ou la fierté qu'ils ont, parce qu'ils m'ont vu au plus mal. Et là, de se dire que Alex, il a couru un marathon, c'est la plus belle... J'aime pas le mot revanche, parce que je suis pas revanchard sur la vie. La maladie, elle m'a forgé un caractère, elle a fait ce que je suis. Et je peux lui dire aussi merci, parce que ça m'a amené à me dépasser, ça m'a amené à faire des projets que je pense j'aurais peut-être jamais fait. Et donc cette maladie-là, elle fait partie de moi et je m'en suis accommodé. Il y a eu des périodes difficiles, mais c'est de voir le regard de mon père. Je lui dis merci d'avoir été là et je vais encore te faire vivre des sacrées émotions et des sacrées craintes et peurs, je pense, dans les années à venir. Aujourd'hui, je suis atteint d'amyloïdose, je suis double greffé des poumons, mais je suis aussi marathonien. Dans mon histoire, rien ne me prédisposait à être marathonien, mais je me suis fixé l'objectif, je l'ai réalisé. Et par exemple, quand on me pose moi la question « Tu l'as couru en combien de temps ?» Moi, c'est pas ce que je retiens de mon marathon, c'est de me dire « Je l'ai terminé, j'ai voulu faire passer un message. » Et ce message-là, je veux le faire passer aussi à toutes personnes qui ne sont pas forcément atteintes d'une maladie ou d'un handicap, à toutes personnes qui veulent se préparer, apprendre à se connaître, se confronter à soi, se dépasser. Le marathon, c'est seulement, je pense, l'envie, la préparation et un réel objectif pour soi de se dire que le marathon, tout le monde peut l'atteindre. Bien sûr, après, il y a des chronos, etc. Tout le monde ne peut pas passer sous les 3 heures, passer en 2h30. Mais en fait, pour moi, la performance, c'était de me préparer, c'était de terminer, c'était de véhiculer des messages importants sur le don d'organes, sur la mucoviscidose, sur le dépassement de soi en général. Et je pense que je l'ai réussi et j'en suis très fier aujourd'hui. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous, ou vous a fait voir les choses différemment, écrivez-nous à l'adresse suivante, le-récit@dltdc.fr. À bientôt.